Ce jour-là, l'équipe de tournage ignore que la porte du laboratoire les fera rentrer dans le secret d'une expérience fondamentale, aux conséquences insoupçonnables. Je pense que cette étude est vraiment quelque chose d'historique. L'affaire des OGM est un sujet non seulement planétaire, parce qu'il concerne tous les humains, mais historique. Parce que c'est la première fois qu'une technologie est ainsi en capacité de changer la totalité du monde et de donner à ceux qui la possèdent le pouvoir sur tout le reste du monde. Juin 1944. Des milliers de jeunes Américains versent leur sang et donnent leur vie sur les plages de Normandie pour un monde qu'ils espèrent meilleur et plus humain. À la fin de cette Deuxième Guerre mondiale, une minorité d'affairistes, avides de profits et prédateurs, enclenche une Troisième Guerre mondiale, hors norme. Depuis 50 ans, elle est de loin la plus mortelle de toutes les guerres qu'ait connues notre planète. Elle sacrifie l'homme, l'animal, le monde végétal et microbien, le vivant dans toute sa diversité, sa beauté et sa richesse. Toutes les 3 secondes, un enfant meurt de faim. Tous les ans, 8 millions de personnes meurent de cancer. Nous sommes victimes de maladies environnementales aux conséquences hormonales, nerveuses et immunitaires. Des milliers d'espèces de la faune et de la flore disparaissent, massacrées par cette minorité cannibale. Tant de sang versé avec des jeunes sur cette plage pour essayer de terminer une guerre qui s'est terminée dans une immense explosion nucléaire à Hiroshima. En fait, il y a 2 grandes technologies qui ont bouleversé le monde au XXe siècle et qui continuent de le faire. D'une part, l'énergie nucléaire et d'autre part, la génétique, la transformation de la génétique. Elles sont intimement liées comme dans un réseau. Ce qui s'est passé, c'est qu'après l'explosion d'Hiroshima, le DOE, le Department of Energy, qui avait tant d'argent et tant de techniciens pour faire cette bombe, eh bien, ils ne savaient plus quoi en faire. Alors, ils ont construit d'énormes ordinateurs. C'est là qu'est né le grand projet de séquençage du génome humain. Et donc, du coup, la naissance des OGM. Il y a une grande continuité entre tous ces produits qui ont servi à faire la guerre, toutes ces technologies qui ont servi à faire la guerre, ne serait-ce que par les entreprises qui les développent et qui sont le même consortium. Et on a vraiment un réseau de 250 familles financières comme ça, qui a plus de la moitié du PIB mondial, c'est-à-dire de la richesse financière mondiale. Ce système va nous conduire vers un esprit de dominance et vers un esprit où on va sacrifier le petit peuple, comme ça a été fait ici, comme ça a été fait avec les Japonais d'Hiroshima, comme c'est fait aujourd'hui avec la population de Fukushima. Tout ce monde est sacrifié pour le bénéfice de quelques-uns qui fabriquent les produits chimiques, les OGM, les pesticides et l'énergie nucléaire. À quelques kilomètres des plages du débarquement, la ville de Caen, haut lieu historique, capitale de la Basse-Normandie, abrite au cœur de son université le professeur Gilles-Éric Serralini. Entouré de scientifiques et de médecins, il se bat depuis des années pour mettre en lumière la vérité. Donc, dans le testicule, il va y avoir une quantité
impressionnante de polluants qui vont se concentrer. Et chez toutes les espèces vivantes, du crocodile en passant par l'oiseau jusqu'aux poissons, aux huîtres, aux mammifères, la diminution de spermatozoïdes est sensible puisqu'on a une chute de la biodiversité de 20 à 30% dans toutes les espèces, et les testicules restent un superbe indicateur environnemental. On se demande souvent qu'est-ce qu'un OGM ? C'est la première fois qu'une espèce est capable à une vitesse industrielle de modifier le patrimoine héréditaire des êtres vivants qui l'entourent et ainsi de se faire vectrice d'une modification de l'évolution. Et le terrible, c'est qu'avec les OGM comestibles en agriculture qui sont commercialisés, c'est uniquement des plantes qui contiennent des pesticides, soit parce qu'elles les absorbent, soit parce qu'elles les fabriquent elles-mêmes. Les enfants du monde entier consomment des OGM dans 80% des produits transformés. C'est énorme. Sous la forme de résidus de 2 plantes OGM, soja et maïs. Ainsi, ils les retrouvent dans les produits laitiers, les sodas, les biscuits, les plats préparés, dans les sauces, même dans la viande hachée. Les OGM, dans la vision américaine du monde, sont l'arme principale du désarmement économique des pays du tiers-monde. C'est-à-dire le FMI, l'OMC et la Banque mondiale, qui sont les organisations mercenaires du pouvoir américain et des oligarchies du capital financier agroalimentaire, sont là pour ouvrir de force les marchés des pays du tiers-monde. Les États-Unis, par des ruses, par des conférences, et très souvent, je regrette de le dire, mais je l'ai constaté X fois, par la corruption des ministres de l'Agriculture, par la corruption des chefs d'État sahéliens, burkinabés, pour prendre un exemple précis, réussissent qu'on impose aux paysans l'utilisation des OGM, ce qui est catastrophique. Raison de santé publique, quoi qu'on en dise, on ne connaît pas les conséquences à long terme de la modification génétique de la nourriture que nous absorbons. Il a un danger réel qui me fait peur personnellement pour moi et pour mes enfants. Et deuxièmement, pire encore, c'est l'esclavage financier. Aujourd'hui, nous attendons qu'enfin on puisse mettre en place par des laboratoires indépendants des analyses sur les effets à long terme pour la santé humaine des OGM. Quelques études ont commencé sur les rats, notamment Monsanto avait fait une étude qu'elle a cachée parce qu'elle ne voulait pas le montrer. On a obtenu devant le tribunal allemand à Berlin que cette étude soit rendue publique et cette étude montre qu'il y a des modifications sérieuses au niveau d'un certain nombre d'organismes et d'organes chez le rat. Donc très clairement aujourd'hui, il y a des risques, ce sont des risques graves, ce sont des risques imminents, il y a nécessité pour les citoyens d'y mettre fin.
Bonjour à tous d'être réunis là pour le CACS du CRIGEN. Le CRIGEN a initié une étude au long cours sur un OGM et aujourd'hui on va vous présenter les premiers résultats et je passe tout de suite la parole à Gilles-Éric pour nous présenter les résultats de cette première mondiale, c'est-à-dire une étude sur des OGM et du Roundup sur 2 ans sur des rats adultes sains. Voilà, Gilles-Éric, tu as la parole. Voilà, moi d'abord je voudrais vous remercier à toutes et à tous parce que sans l'encadrement à la fois amical mais aussi surtout scientifique, juridique et administratif du CRIGEN, initié par Corinne et puis avec Jean-Marie Pelt et maintenant aujourd'hui avec toi, je crois qu'on n'aurait pas pu faire cette étude. Voilà, les animaux sont tout à fait tranquilles. Ici, c'est le cœur de l'expérience qui a demandé plus de 3 années de mise en place. C'est une expérience qui est déjà la plus longue au monde, avec des animaux qui mangent des OGM, avec aussi l'herbicide qui va avec. Et c'est l'expérience qui va permettre de répondre à la question ces OGM et ce pesticide, le pesticide Roundup, sur lequel on a travaillé sur des cellules humaines, sont-ils toxiques à long terme sur la santé humaine? Aujourd'hui, nous avons toujours considéré que c'était un scandale que les gouvernements du monde autorisent des OGM sans faire des tests plus longs que 3 mois. 3 mois, c'est vraiment peu dans la vie d'un animal et ça ne montre pas les effets qu'on appelle chroniques, c'est-à-dire les effets à long terme. Au moment où on se parle, cette étude est encore confidentielle et qu'elle sera rendue publique au moment de la publication scientifique internationale et de sa parution. C'est une des expériences de biologie les plus chères du monde, qui nous a coûté, comme vous le savez, près de 3 millions d'euros. Et encore une fois, le CRIGEN, en convention avec l'Université de Caen, a permis de gérer ces fonds grâce à un cabinet d'experts comptables et un commissaire aux comptes, et grâce majoritairement, mais pas seulement, à 2 fondations, une association qui ont soutenu ce travail. C'est donc un travail complètement indépendant et des pouvoirs publics et des fournisseurs d'OGM et des biotechnologies. Il n'y a pas le choix. Il faut donc réussir à faire aboutir une étude toxicologique d'une durée de 2 années. Parce que aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites, mais sur des durées trop courtes. Je ferai remarquer que c'est ce que tu nous redis là, qu'on a dans nos veines depuis le début de cette association, c'est résumé dans notre sigle, CRS, consommateur, entrepreneur, responsable. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut, nous, c'est on n'est ni pour ni contre, mais ce qu'on veut, c'est savoir de façon scientifique quels sont les résultats sur le corps humain. C'est ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait des scientifiques donc, qui défendaient des points de vue contradictoires. Oui, ce qui est normal. Et donc, là, la phrase qui m'est venue à ce moment-là, et que j'aime reprendre, c'est « Quand les théories s'opposent, l'expérimentation s'impose ». Moi, c'est souvent l'impression que j'ai quand je suis à table, c'est que je ne sais pas ce que je mange. J'ai toujours des doutes sur les pesticides, sur les légumes. Et j'ai encore des enfants assez, pas plus jeunes, mais j'ai des filles. Et j'ai envie de leur laisser, entre guillemets, c'est peut-être un peu idéaliste, mais un monde plus propre. Ouais, puis plus sécurisé, entre guillemets. Ce qu'on est en train de faire, c'est quand même, j'allais dire, presque révolutionnaire. C'était de dire, il y a des consommateurs, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui disent, il faut faire une étude, on va la financer, et on va dire que les résultats soient bons ou soient mauvais, on va les mettre à la disposition du public. Santé. Salut. Santé à tous. Et puis, que nos projets soient menés à bien. Moi, c'est un animal 92-54. Ils sont dans un milieu extrêmement contrôlé. Vous voyez, on est quasiment en scaphandre pour aller les voir, de façon à ce que les maladies ne puissent pas venir de l'homme.
Tous les animaux sont monitorés 2 fois par semaine. C'est ça. Chaque animal est pucé. Donc il y a des tumeurs naissantes qui sont détectées, qui sont palpées très tôt. On voit bien ici au niveau de la gorge. Les tumeurs sont arrivées après le 3e mois, à partir des mois 4 et 5. Il n'y a qu'une chose qui varie entre ces groupes de cages, c'est l'alimentation ou la boisson. On est confiant sur le fait que ces effets sont dus à l'alimentation, puisque tous les autres paramètres sont toujours bien contrôlés. On a plusieurs types de tumeurs chez les rats. On a eu d'abord des tumeurs rénales chez les mâles, des fibroadénomes mammaires chez les femelles, et puis des tumeurs de la peau qui s'appellent des kératoacanthomes qui ont été identifiés également. Plus, dans les rats qui étaient malades, on a aussi eu des lésions au pancréas. Je viens d'apprendre ça dans les rapports de l'histopathologiste qui viennent d'arriver. Ce sont les expériences d'une vie. On ne pouvait pas parler devant le personnel puisque les expériences sont faites à l'aveugle, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le traitement qui est donné aux rats. Alors de quel traitement s'agit-il ? Ce sont des OGM qui poussent en présence de Roundup. Et c'est du maïs transgénique tel qu'on le fait pousser partout dans 98% du continent américain. Ce maïs transgénique qui contient du Roundup est donné à 3 doses différentes. Et 11, 22 et 33% du régime. Les régimes sont toujours tout à fait équilibrés. Il y a des rats qui ont des maïs qui n'ont pas été traités au Roundup, des rats qui ont des maïs qui ont été traités au Roundup et du Roundup seul, de manière à savoir, encore une fois pour la première fois au monde, d'où viennent les effets secondaires. Ainsi, nous allons à la fois connaître les effets du désherbant à des taux qu'on peut trouver dans l'eau du robinet, à des taux plus élevés qu'on va trouver dans les rivières et à des taux que va manipuler un peu plus faibles que ceux que manipule l'agriculteur. Pollution génétique, ça suffit. Je trouve fortement symbolique ce procès en appel dans une belle ville de Versailles, parce que les prévenus ont d'abord été tous relaxés, et ce serait la première fois qu'on mettrait en prison des paysans depuis le Moyen-Âge pour avoir fauché des champs, et ce depuis le temps des rois. Soldats, votre conscience est nette, on ne se tue pas entre humains. Ce qu'il y a d'absolument sidérant, c'est que jamais l'État n'a eu les moyens de vérifier si ces OGM avaient contaminé ou pas les champs voisins. Or, 100% des experts sont d'accord pour expliquer que les contaminations sont inévitables. Vous avez une idée des OGM, vous savez ce que c'est? Oui. Et donc, et vous êtes contre les OGM aussi? Oui. Vous en voulez pas? José Bové. Oh ben bravo, ben nous aussi. Au revoir, bonne journée. Je suis très fier, c'est pas la première fois que je viens les défendre dans les tribunaux, donc je suis cité par la défense comme témoin, parce que je suis moi-même donc un scientifique utilisateur de la technologie OGM, et c'est parce que j'utilise cette technologie dans le cadre de mes recherches, je dirais presque au quotidien, que je sais à quel point la technologie OGM est totalement aléatoire et à quel point il est aujourd'hui totalement irresponsable de mettre ces OGM dans les champs et dans les assiettes. Et je crois que c'est grâce aux faucheurs volontaires que le débat dans la société existe. Quant à l'avocate de Monsanto, elle essaye de nous faire passer pour des voyous, quoi, voilà. Oui, mais par rapport à ça, t'as quand même, on sent des hommes, des femmes qui viennent et qui se livrent et qui disent tout leurs soucis, tout ce qu'ils pensent et tout. Et ça, je trouve que c'est une richesse. Là, on ne peut pas savoir du tout ce qui va malheureusement sortir, on verra. Mais attends, nous, on n'a encore pas parlé. Quand ils vont nous avoir entendus, waouh, allez, on va manger. Salut les amis. Bye. Verdict du procès. Pour 54 faucheurs, 3 mois de prison avec sursis, 1 000 € d'amende. Pour 4 récidivistes, 3 600 € d'amende, relax pour 23 faucheurs ayant refusé les prélèvements d'ADN. Monsanto a obtenu 14 000 € de dommages et intérêts, dont 1 000 € pour préjudice moral. Chose très très gênante pour les chercheurs, les semenciers s'opposent à donner leurs semences OGM pour qu'on les teste à travers le monde.
Il a fallu parcourir quasiment le monde pour trouver un lycée agricole au Canada qui lui aussi a voulu taire son nom pour des raisons de représailles. Et si ma mémoire est exacte, il y a une pétition de scientifiques américains qui a couru là-dessus. Absolument. Pour réclamer le droit à la recherche. Absolument. Et tu vois, je pense que c'est un argument qu'on devrait quand même beaucoup plus utiliser quand on vient nous raconter qu'on est des obscurantistes et qu'on ne veut pas de la recherche. Les premiers qui ne veulent pas de la recherche, c'est eux. Parce que le palais de justice, c'est les manteaux. Donc par là, on ne va pas vers le palais de justice. Nous, on veut rejoindre une péniche qui est sur la droite. Depuis 30 ans, la législation permet aux pesticides de n'être testés que par les industriels qui les vendent. Donc, mais vous vous rendez compte un petit peu dans quelle société nous tombons là? Pas de vidéo, s'il vous plaît, pas de vidéo. Parce que le problème des OGM, c'est un peu comme le nucléaire. Plus on avance dans les générations, plus ça s'aggrave. On se bagarre pour vos enfants, j'espère que vous en souviendrez toujours. Pour vos enfants, oui. Parce que les OGM, ils n'auront aucune limite, aucune. Vous en mangez tous les jours. Essayez de vous révolter un peu. Vous avez mangé de la viande aujourd'hui, vous avez mangé des OGM. Parce qu'il y en a systématiquement dans les œufs, dans le jambon, dans les poulets, tout ce que vous mangez comme viande, il y avait des OGM. Et ce combat-là, ce sera aussi pour vous. Il y avait 27 camionnettes de policiers ou de gendarmes pour arrêter ces manifestants qui voulaient me soutenir au tribunal. C'est vraiment, moi j'étais, je veux dire, comme au cinéma. Et je ne comprenais pas ce qui arrivait. Mais en fait, j'ai compris que ces gens se sentaient piétinés par le système qui empoisonnait leurs enfants et que quand quelqu'un le disait, on lui tombait dessus à bras raccourcis. C'était complètement anormal. C'est la première fois qu'un scientifique se rebelle et décide qu'il ne laissera pas passer les propos mettant en cause sa compétence. Et je pense que c'est absolument fondamental parce que le combat pour une expertise indépendante, pour une controverse scientifique, pour la recherche, car c'est bien pour la recherche que nous nous battons, ce combat est aujourd'hui, me semble-t-il, un des premiers combats démocratiques à mener. Là où le bât blesse, c'est que les experts auxquels le décideur public a recours aujourd'hui ne sont pas ceux dont la société a réellement besoin. Par voie de conséquence, il faut surtout éviter les études qui pourraient fâcher. D'où la chasse ouverte aux lanceurs d'alerte qui, s'ils prospéraient, pourraient convaincre l'opinion publique de la nécessité d'études supplémentaires et donc permettre d'engager la responsabilité de ceux qui nous considèrent tous comme des cobayes. Et ce n'est pas un hasard si le dernier Eurobaromètre sur les OGM fait apparaître encore une augmentation du nombre d'Européens qui n'en veulent pas. Et l'enjeu des lanceurs d'alerte sur la question de l'impact sanitaire des OGM est un enjeu majeur en termes démocratiques et en termes politiques. Je voudrais remercier non seulement toutes les personnes qui sont là, mais les choses semblent s'inverser puisque 1300 scientifiques de 30 pays à travers le monde m'ont apporté leur témoignage de soutien. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'à 13h30, au tribunal de grande instance, 17e chambre correctionnelle, j'attaque en diffamation Marc Fellous, qui a présidé la commission d'évaluation et de conseil pour l'autorisation des OGM en France pendant 9 ans, et l'Association française des biotechnologies végétales, dont il est président, pour m'avoir diffamé. Justement, c'est ça le vrai débat. C'est qu'il y en a qui défendent le peuple, il y en a qui défendent les multinationales. Et on va en crever de ça. Non, je crois que c'est pas là le débat. Mais si, Serme. Monsieur Serrani défend ses intérêts. Ses intérêts. Mais quels intérêts? Vous êtes publicitaire, vous avez besoin du pognon des multinationales. Non, je suis pas multinationale, j'ai pas aucun client dans les multinationales. Oui, mais attendez, si vous êtes là, cher monsieur, c'est pour défendre les intérêts de nos enfants. J'ai les PTT comme client. Ouais, mais vous... J'ai une université. Mais je fais un peu de cinéma, c'est normal. J'ai une organisation agricole. Je travaille pour des Que du cinéma. Attendez, vous voulez le dire qui vous êtes? Vous voulez dire qui vous êtes, monsieur? Devant la caméra? Lâchez-moi, monsieur. Je vous colle une tarte. Lâchez physiquement. C'est multinational, mais monsieur, vous êtes un capot ou quoi? Moi, je vais vous dire, si je peux vous expliquer le fond du débat, en fait, c'est qu'il y a un combat
dont personne ne veut parler Allons-y. entre l'agriculture biologique et l'agriculture non biologique. Eh ben, on Bien est sûr, d'accord on est avec là vous. pour ça. Monsieur, Oui, je me oui. présente, Dominique Marion, agriculteur bio en Poitou-Charentes, président de la Fédération nationale d'agriculture biologique. Je vous félicite, Je représente vous faites un bon aujourd'hui métier. Vous faites un très bon 10 000 métier. paysans faites et un j'estime très beau que le métier. travail qui a été fait Mais par moi, je Gilles-Éric suis- moi, je suis aussi pour l'agriculture biologique, mais je ne suis pas pour que l'agriculture je peux biologique. terminer. Voilà. Ouvre au moins des portes que le HCB Non, il avait enferme. fermées. Il enferme. Il a ouvert des portes que le HCB avait fermées. Et S'il au y a- nom des paysans bio, je peux vous dire, monsieur, que nous sommes très contents que ce procès ait eu lieu. Il a employé des termes qui le dépassent, je pense, de chercheurs avant tout militants, de militants chercheurs, de marchands de peur, que je suis prétendument indépendant. Donc ces termes consistent à dire il faut surtout plus que des gens comme ça ouvrent leur bouche en public pour pouvoir être pris au sérieux. Et je crois que, en fait, ce sont des coups bas, malhonnêtes, dans la recherche de ce qui pourrait être collectivement celle de la vérité dans ce domaine. Au 13e mois d'expérience, les tumeurs mammaires se multiplient. 10 à 30% des femelles traitées sont atteintes. Il y a beaucoup moins de tumeurs chez les mâles traités. En revanche, ils développent beaucoup plus de pathologies rénales. Donc là, on voit bien que ceci est anormal, c'est une grosseur anormale. Selon les normes internationales, quand la tumeur dépasse 25% du poids du corps ou quand elle fait souffrir l'animal, on doit justement les sacrifier. Alors, ils sont anesthésiés et on va identifier la nature exacte des tumeurs avec des histopathologistes agréés qui ne connaissent pas le protocole. Et ainsi, on va avoir des certificats de ceux dont les rats souffraient. C'est impressionnant, hein? Ben là, on se rend compte des visus de ce que peut faire l'alimentation industrielle sur les animaux. Et moi, ce qui me révolte profondément, c'est que les gouvernements n'exigent pas que les entreprises testent au moins pendant ce temps-là la nourriture qu'on donne à tous les enfants du monde. Alors moi, ce qui me fait le plus mal, c'est d'attendre. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'on attend les cercueils et les gens qui peuvent mourir. C'est vrai que quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu les mêmes firmes sur la boîte des médicaments. J'ai dit, c'est pas vrai, ils m'ont empoisonné, peut-être, supposition, et puis aujourd'hui, ils me soignent. Et en ce mois de janvier 2011, j'ai été marqué par le décès en Charente-Maritime d'un agriculteur victime de l'utilisation intensive des pesticides. Comment est-il possible qu'un homme qui consacre sa vie au travail du sol pour nourrir les autres hommes décède de son travail du fait de l'utilisation, entre guillemets, des progrès de notre millénaire? Je reçois énormément de lettres dans ce sens-là, de femmes qui ont enterré des maris, qui n'ont pas fait reconnaître les maladies professionnelles parce que fallait pas que ça se sache, fallait pas que ça se dise, fallait pas. C'est vrai qu'Yannick avait eu ce courage de témoigner, d'aller au-devant, d'aller. J'ai mesuré combien c'était courageux. Parce que beaucoup se taisent sous le poids de coopératives ou autres. Évidemment, il était conscient qu'aujourd'hui, la seule alternative, c'était le bio. Mais pour lui, c'était pas ça le combat. C'était de se dire, demain, plus jamais personne ne sera malade. Moi, j'espère que demain, vouloir le bien de l'homme, voir que les agriculteurs soient... le sens sacré de l'agriculture. Hein. Il y a des auteurs qui ont écrit sur le sens sacré de l'agriculteur qui travaille pour nourrir le monde. Voilà. Pour nourrir les hommes. C'est sacré. À la messe, tous les dimanches, je dis « fruit de la terre et du travail des hommes ». C'est pas neutre. Ça montre la dimension sacrée des choses. Et là, finalement, ça paraît une utopie. On est sur la tête. On marche sur la tête. On marche sur la tête, là. Yannick,
Ils ne supportaient pas l'idée qu'il y ait des gens qui puissent empoisonner les agriculteurs au nom de l'argent. Ça le révoltait par-dessus tout. Et il en est mort, quoi. La population agricole, c'est plus que c'était. C'est entre 300 et 400 000 agriculteurs aujourd'hui en France. Et en 2009, presque 900 se sont suicidés. Et on parle des pesticides depuis un moment. On commence à en avoir peur. Mais les OGM, les menacent aussi vite que parce que c'est des pompes à pesticides. C'est des pompes à pesticides, les OGM. On fait rarement le lien. C'est même présenté par les grandes firmes qui sont des grands communicants, qui communiquent bien pour mieux nous tromper. Voilà. C'est même présenté comme une alternative à l'usage des pesticides et comme un moyen de réduire les pesticides. Or, aujourd'hui, les pays qui sont sous l'emprise des OGM se rendent compte que on utilise beaucoup plus de pesticides qu'on en utilisait avant l'avènement des OGM. Et à côté de ça, au-delà des pesticides, on brevette le vivant. Le brevetage du vivant, c'est plus que discutable. On menace la liberté d'entreprendre en bio parce qu'à un moment donné, le débat il va se poser dans ces termes-là. C'est-à-dire que si on pratique les OGM, on efface la possibilité de pratiquer l'agriculture biologique, puisque l'agriculture biologique, son cahier des charges, c'est non OGM. J'ai souvent l'impression d'une botte qui met les faces des enfants contre terre, contre ces champs de maïs qui sont pleins de nouveaux gènes et de pesticides. Donc, forcément, quand le verdict est arrivé, un grand soulagement. Je me suis dit qu'il y avait une justice. 18 janvier 2011, Marc Fellouz est condamné pour propos diffamatoires. Ça remerciait ces dizaines de milliers de personnes qui m'avaient soutenu et ça me faisait chaud au cœur aussi pour eux. Peur de perdre pour moi, au fond, je m'en fichais. J'avais dit ce qui comptait. Et après, j'ai l'impression que le résultat ne m'appartient pas. Ça appartient à la société. C'est à chacun de se mettre debout pour dire on veut ou on veut pas de ces produits. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille ici au Thor, donc, commune sans OGM. Dans le cadre de votre Assemblée Générale des faucheurs volontaires. Les OGM qu'on a sont essentiellement des plantes de pesticides. Les pesticides, on commence à avoir toutes les études qui sortent sur la toxicité qu'elles ont, sur des tas de pathologies, notamment aussi sur les perturbateurs endocriniens. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes aussi de stérilité, de fausses couches, d'anomalies chez les fœtus. C'est de plus en plus difficile. On a des filles qui n'ont pas 30 ans, qui ont vraiment des problèmes pour avoir des gosses. On a de plus en plus de fécondation in vitro. Et c'est là où je trouve que nos gouvernants ne sont pas lucides. Toute la journée, on nous dit que les dépenses en assurance maladie, elles augmentent. Et personne ne revendique l'origine de ces pathologies. À un moment donné, on n'aura plus assez d'argent pour soigner tout le monde. Il va bien falloir regarder la vérité en face. On soigne très bien un tas de pathologies cancéreuses, mais le nombre n'arrête pas d'augmenter. Ces gens sont soignés de façon régulière, c'est-à-dire vous avez des gens métastasés, c'est-à-dire avec des diffusions de leur cancer qui sont soignés avec souvent de bons résultats. Pas tous, mais bien entendu, mais ça a énormément progressé. Mais ça a un coût qui est énorme. Moi, on parle d'argent parce qu'eux ne parlent que d'argent. Moi, je parle de coût humain. Moi, j'ai des clients du Sud qui ont dit, mais envoyez-moi une pétition. Ils ont dit, moi je veux pas de vin OGM. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il y a un racket génétique qui est fait par les firmes qui veulent contrôler la semence. Et après, ça veut dire qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur la population parce qu'il faut payer pour bouffer, quoi. Et quand on a des semences dans sa poche, on peut bouffer, quoi. Mais si nous, population, peuple, on n'a plus cette souveraineté alimentaire, on est asservi à un système financier. On est dans un rapport de force. On est dans un rapport de force parce qu'il y a des intérêts économiques derrière et il y a aussi des intérêts scientistes, je dirais, derrière. Donc par rapport à ça, la non-violence, la désobéissance civique, c'est créer un rapport de force. Quand Jean-Baptiste a lancé le mouvement des faucheurs, on a effectivement, chaque fois qu'on a mené des actions, on les a menées pour faire gagner une bataille. Et on essaye d'avancer et pas faucher pour faucher.
Je ne pense pas que personne a envie de faucher pour faucher. C'est ce qu'on a toujours dit. Moi, je n'ai pas envie que le mouvement des faucheurs se transforme en branche armée du mouvement anti-OGM. C'est pas ça le mouvement des faucheurs. C'est un mouvement citoyen de désobéissance parce que nous, on estime qu'on n'a plus d'autre choix pour agir. Ah. Camille, viens m'aider. Non, rien, c'est bon. Pour agir, Bruno Joly, agriculteur de la région Poitou-Charentes, a choisi de préserver le vivant en ressemant tous les ans le maïs population, refusant ainsi le diktat des lobbies semenciers. On est au début d'un travail de réappropriation de la semence par les paysans de maïs pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment on peut optimiser et adapter le mieux possible ces populations-là à nos fermes. Et ce qui est bizarre, c'est qu'avec ces populations qu'on a récupérées à droite, à gauche, chez des petits paysans dans le fin fond de la campagne, on arrive déjà aujourd'hui, sans beaucoup de connaissances et sans un gros travail de sélection, à des rendements pratiquement équivalents par rapport aux hybrides. Et donc, d'un côté, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à apprendre là-dessus, et d'un autre côté, on se rend déjà compte d'un potentiel énorme de ces variétés-là. Notre objet aujourd'hui, il est à la fois très simple et très complexe. C'est la question de l'évaluation des risques. C'est la première fois qu'on organisait un débat de ce genre, de manière publique et au sein du Parlement européen, qui est quand même un lieu éminemment à la fois symbolique et stratégique. Quel débat? Débat entre l'EFSA et des scientifiques non dépendants des agrosemenciers. So we cannot be scientifically assessing a GMO on the long term for 450 million Europeans without being able to say to the people that this has not been tested more than 3 months on rats. So how can a farmer can be not requesting this blood analysis in cattle on the long term before giving that to his cattle? Of course, we all agree that people will not die eating GMOs immediately because it is not a poison on the short term. Ça va, monsieur, ou c'est tout bouché? Dès que je passe le feu rouge, ça va aller mal. Ce serait mieux qu'on puisse rentrer par le train dans lequel on a réservé. Alors, deuxièmement, ce qui a été quand même très positif, c'est la qualité des questions dans la salle. Vous avez vu qu'il y avait des gens qui étaient très pro-OGM, on avait des lobbyistes de la grosse semence, puis on avait des gens du monde des ONG. Les questions ont été posées, je dirais, de manière un peu agressive, mais très convenable. La troisième chose, c'est ce qu'a dit le commissaire. The Commission is reflecting on the possibility to finance independent studies that would repeat tests provided by companies for some GMOs. Ça, c'est une révolution. Ça fait 10 ans qu'on demande ça. Aujourd'hui, les agrosemenciers, ils surfent sur l'idée qu'il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas d'études. Dans les pays où on n'a pas fait les études, mais on a fait les plantations, il y a des problèmes. Et ces problèmes, ils sont absolument insusceptibles d'être cachés. Ce qui s'est passé en Inde, ce qui se passe en Afrique du Sud, ce qui s'est passé en Australie, tout le monde, ça c'est sur la table. Même les difficultés que rencontrent aujourd'hui les fermiers américains, c'est sur la table. Alors c'est pour ça, quand j'entendais la première intervenante... I really do need to warn Europe that you have to be really careful that you don't get marginalized or left behind if you don't choose to use all the technologies I've talked about to ensure that you can produce high quality, high value crops at an affordable level with minimum impact on the environment. C'est une dame très aimable qui est surtout financée par la fondation Bill Gates pour aller vendre des OGM partout dans le monde. Si vraiment les OGM ont les impacts que nous pressentons, eh bien on verra dans 10 ans qui est en retard et qui est en avance. Un OGM est un brevet. On achète une fois le droit de planter, d'utiliser ce brevet. Tous les ans, ensuite, eh bien, les avocats de Monsanto, de Pioneer ou de Syngenta viennent et disent, mais enfin, maintenant, vous devez payer annuellement les taxes de licence sur ce brevet. Je dis encore une fois, parce que je n'ai pas envie d'avoir un procès, qu'avec le système juridique que nous avons aujourd'hui sur cette terre, cette façon de faire est légale, mais elle réduit en esclavage financier des paysans par millions
En préparation de ce rapport, j'ai consulté les études publiées au cours des 5 dernières années sur les impacts des différents modèles d'agriculture. Et j'ai été frappé de voir que de très nombreuses expériences recourant à l'agroécologie avaient donné des résultats remarquables, y compris à large échelle. Investir dans des biens publics en agriculture signifie aussi investir dans le transfert de connaissances, notamment en favorisant la transmission horizontale des savoirs, comme dans le mouvement Campesino a Campesino en Amérique centrale et à Cuba, ou par le développement des fermes-écoles comme au Sénégal. J'invite donc tous les États qui sont attachés à la réalisation du droit à l'alimentation à explorer comment mieux tirer bénéfice du potentiel considérable de l'agroécologie pour faire reculer la faim et la pauvreté, en particulier là où ces impacts peuvent être les plus importants, dans les zones défavorisées et au bénéfice des agriculteurs les plus pauvres. Tous les jours, il faut manger. Et ce qu'on mange, ce sont les agriculteurs qui nous le donnent. Si les jeunes des villages et des campagnes refusent de travailler la terre, les vieux, ils n'ont plus la force. Donc, elle est abandonnée. La terre qui nous nourrit est délaissée. Ici, il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas d'arbres, tu vois rien. Ici, c'était un terrain de football. En 4 ans, on l'a transformé comme ça. Donc, c'est possible de transformer ce milieu. Quand les gens entrent dans le jardin, ils disent « Ah, c'est possible à Sambadia d'avoir un jardin comme ça avec des cocotiers ?» Une cocoterie, vous y êtes tout le temps. Vous faites du maraîchage sous les cocotiers parce que vous avez créé un microclimat. Donc, c'est un arbre roi. Cet arbre-là vous donne des fruits, vous permet de couvrir vos toits, vos pépinières, avec toutes les possibilités qu'il y a avec les noix de coco, l'eau de coco, le coco râpé, les gâteaux de coco. Et c'est un arbre qui ne salit pas. C'est toujours propre. C'est toujours beau à voir. Vous êtes là pour apprendre, connaître. Il faut chercher la connaissance. Vous devez constituer un capital végétal pour demain, un capital animal pour demain. Pensez à ça. C'est compris? Pourquoi on mélange les deux cultures? Salade à oignon. Oui. C'est des systèmes de protection. Tu vois, quand il y a les salades ici, oui, les oignons à côté des salades, oui, ça protège les salades contre les nématodes. Hein? Tu vois, les laitues sont bien encadrées par une barrière d'oignons parce que c'est répulsif. Mais tu n'associes pas n'importe quoi, n'importe comment. oui. Il faut connaître les besoins de la plante parce qu'il y a des associations qui ne sont pas favorables. Donc aujourd'hui, nous allons voir le Nîmes, qui est l'Azadirachta indica, qui est originaire de l'Asie du Sud. Quand on utilise le Nîmes, on n'aura pas utilisé ce qu'on appelle les produits de synthèse, tels que les diméthoates, les cystoates, donc les produits chimiques. Cette plante répond à notre agriculture, qui est l'agriculture écologique. Est-ce que le Nîmes est nocif? Est-ce qu'il est dangereux pour votre santé? On peut boire du Nîmes, on prépare du savon de Nîmes, on se lave avec. On utilise l'huile de Nîmes pour garder les semences. Donc, ce n'est pas un produit toxique, ce n'est pas un produit nocif, parce qu'il ne tue pas les insectes sur les cultures. Les insectes sentent le produit, ils vont ailleurs. Bella, il ne faut pas presser la fraise, mais dès que tu prends le fruit, tu fais un petit tour.
La nature a des solutions merveilleuses. Je vous ai distribué au départ des graines marquées graines biologiques. Ces semences-là, il faut les suivre de très près parce que nous allons collectionner nous-mêmes nos propres graines que nous allons conserver pour pouvoir les démultiplier entre nous, pour ne pas être envahis par les OGM. Vous avez entendu parler des OGM, organismes génétiquement modifiés. C'est-à-dire que si, comprenez bien ce que vous, si vous vous laissez envahir par les OGM, vous ne serez plus des agriculteurs écologiques. C'est-à-dire que vous perdez la vie. Vous comprenez? Si vous vous laissez envahir par ces graines-là, qu'on appelle OGM, qui sont fabriquées par les multinationales, pour venir envahir les pays sous-développés, c'est fini, vous avez la corde au cou pour de bon. La chaîne au cou et les fers aux pieds, des milliers d'Africains partaient pour les colonies d'Amérique, depuis la maison des esclaves, dans l'île de Gorée, au Sénégal.中国政府对舒特先生所做工作表示赞赏。主席先生，中国政府高度重视促进和保护粮食权。 Nous tenons à féliciter le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation pour l'exhaustivité, la densité et la richesse de son rapport. La crise alimentaire mondiale de 2007-2008, qui s'est manifestée par des émeutes de la faim dans certains pays pauvres, a contraint les États à s'intéresser de nouveau à l'agriculture. I'd like to once again thank Dr. De Schutter for his special important report on the right to food in Syria. We thank the Special Rapporteur for submitting a comprehensive report which explores the contributing role of agroecology in realizing the human right to adequate food. The United States would welcome the thoughts of the Special Rapporteur on how the agricultural research being done in the developed world might assist the developing world, and on ways that innovations being done in the developing world can inform agricultural research in the more developed world. Monsieur De Schutter, pensez-vous qu'une innovation telle que les OGM puisse aider les pays en voie de développement? On a des OGM qui permettent d'utiliser les pesticides que vend l'entreprise qui est propriétaire des semences qui sont résistantes à ces pesticides qu'elle vend, l'entreprise étant naturellement Monsanto. Et le grand problème que l'on a rencontré, au fond, avec la diffusion de ces OGM dans les pays qui les ont adoptés, c'est une dépendance extrêmement forte.
それぞれの方向に解散してください。広場内他の歩行者の方もいらっしゃいます。立ち止まらずにそれぞれの方向に解散してください。解散することが許可条件の一つとなっています。友よ報われるその日が来る。夜明けは近い。夜明けは近い。友よこの夜の愛ありがとうございます。福島の南相馬の被災者っていうのはただ単に生活に対する不安だけではなくて日々放射能の恐怖にさらされるんだよ。 10 000 tonnes de matériaux radioactifs dont on ne sait que faire sont encore stockés dans la centrale de Brennilis, en démantèlement depuis 20 ans. Lecture d'une lettre écrite par Nina, enseignante à Tchernobyl. J'enseigne la littérature russe à des enfants qui ne ressemblent pas à ceux qui fréquentaient ma classe il y a 10 ans. Ils vont continuellement à des enterrements. On enterre aussi des maisons et des arbres. Lorsqu'on les met en rang, s'ils restent debout 15 à 20 minutes, ils s'évanouissent, saignent du nez. On ne peut ni les étonner, ni les rendre heureux. Ils sont toujours somnolents, fatigués. Ils sont pâles et même gris. Ils ne jouent pas. Ils ne s'amusent pas. Et s'ils se bagarrent ou brisent une vitre sans le faire exprès, les professeurs sont même contents. Ils ne les grondent pas. Parce que ces enfants ne sont pas comme les autres. Ils grandissent si lentement. Si je leur demande de répéter quelque chose pendant le cours, ils n'en sont même pas capables. Parfois, je dis juste une phrase et leur demande de la répéter. Impossible. Ils ne la retiennent pas. La France et le Japon sont deux pays qui se ressemblent parce qu'ils ont énormément de réacteurs nucléaires et que le choix du nucléaire n'a jamais été démocratique. C'est une élite qui décide pour l'ensemble. En Europe, le pays où il y a la plus grande manifestation antinucléaire, c'est l'Allemagne. En France, les sondages ont montré que 77% veulent sortir du nucléaire. Il faut que vous sachiez que le nucléaire, ça veut dire opacité, ça veut dire secret, ça veut dire mensonge. Selon les militants du mouvement pour l'indépendance de l'OMS, Independent WHO, Tchernobyl n'a pas fait 50 victimes, mais 985 000 morts. Ils dénoncent l'accord de soumission signé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. On est là de 8h à 18h, tous les jours ouvrés.
depuis le 26 avril 2007, donc ça fera 5 ans exactement le 26 avril de 2012. On est 300 personnes à peu près à se relayer. En moyenne, on est 1 ou 2 personnes, 3 personnes l'hiver parce qu'on n'arrive pas à tenir en fonction des conditions climatiques. Donc on se relaie toutes les heures à peu près en fonction du temps. Je voudrais qu'on fasse une minute de silence devant la centrale pour se rappeler qu'il y a eu ici des décès par contamination et que la mortalité continue à Tchernobyl et qu'elle démarre à Fukushima et qu'elle va continuer encore pendant des décennies.やめはっはっほっ米が積んでありました、一瞬にして亡くなりました。Parce qu'il se sacrifie quotidiennement depuis l'explosion de Fukushima pour venir en aide aux agriculteurs victimes de la radioactivité, Satoshi Nemoto est hautement irradié. « これはどちらもいずれは取り去ることができます。塩分も抜くことができます。しかし放射能についてはどうなのかっていうことになると全くこの先わからないっていうことがやっぱり一番のこの不安な材料ですね。これらは津波だけでなくて原発によってですね避難を余儀なくされたということでアイガモをやれなくなったっていうことも含めて東京電力にきちんと弁償してほしいと思っています。ふるさとなんですよね。そのふるさとの山や川田んぼも安心して住めるところだったんだけども
その安心できるふるさととしての値打ちも失ってしまったのかなと、今非常に複雑な残念な気持ちです。なんかモルモット扱いにされているような感じがします。Il y en a qui sont malades ici. Celui-là est malade. Donc on voit sa masse en fait sur le côté là. Ah oui. Oh là là, oui. Voilà, donc les animaux sont à 2 par cage. Il y en a qui sont à 1. Sauf pour ceux qui ont perdu leur colocataire, pour une raison ou pour une autre. Bon, ils sont habitués à être visités de par la fréquence des manipulations. Donc quand ils nous voient, ils sont assez curieux. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ne souffrent pas à cause des visites, quoi. Non, ils aiment bien les visites. On a pris toutes les précautions pour pouvoir dire que tout effet secondaire est lié au traitement. Ouais. C'est effarant, hein. C'est horrible. Donc voilà, elle a 3 masses en fait. Ah. Pauvre animal, c'est horrible. Ah oui, oui. Donc visiblement, c'est positionné sur la chaîne ganglionnaire mammaire. Oui, visiblement c'est mammaire. Hein. Ça fait une. Alors peut-être ici au niveau de l'épaule. La pauvre, elle en a 3, mais énormes, c'est des œufs de pigeon. Hein. Ils font quoi, 5 cm, 6 cm, ça? Là, oui, pour la plus grosse. Voilà. Donc c'est le 93-38. Il souffre cet animal là? Non? Pardon? Il souffre pas là? Non, 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 il n'a pas de signe de prostration, il continue de s'alimenter, il prend du poids, donc il n'y a pas de... 15%, ça veut dire que sur une personne de 60 kg, elle aurait pour 10 kg de tumeur, quoi. Oui. Avec ces grosseurs, quelque part, je me sentais quand même responsable, tu vois, même si c'est une rate. Oui. On ne peut pas le savoir à l'avance, il faut bien faire l'expérience pour le savoir. Ce qui va être criminel, c'est ceux qui s'opposent à ce qu'on fasse ces expériences. Parce que quelque part, c'est criminel vis-à-vis des bébés. Non, mais attends, ils s'opposent à ce qu'on fasse les expériences parce qu'ils savent très bien. Non, parce qu'il y a les gens qui sont contre l'expérimentation animale en général. C'est un autre sujet. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte que c'est même pour l'éthique animale qu'on fait ça. C'est-à-dire que ces expériences servent pour les animaux aujourd'hui. Sinon, c'est exposer tous les animaux de compagnie et tous les animaux de ferme à l'expérimentation animale en direct. En général, hein, de toute façon. Parce que tu as des animaux, même sauvages, qui peuvent manger bien sûr. Les OGM qui restent, ou les pesticides. Bien sûr. Le rat est un modèle d'étude des effets sur la santé humaine, mais aussi un modèle d'étude des effets sur l'environnement des petits mammifères. Parce qu'il y a des tas de petits mammifères dans la faune sauvage. Et donc, ces études peuvent servir à la fois dans l'étude des risques environnement et dans les risques santé. Catastrophée, bien qu'à l'heure à laquelle je vous parle, je n'ai pas le résultat des analyses, mais de ce que j'ai pu voir. Parce que de voir ces tumeurs colossales sur ces animaux, c'est quand même impressionnant. Je me dis que j'imaginais pas, alors, les années passent et je ne devrais plus être naïve à l'âge qui est le mien maintenant, que des responsables politiques, des responsables scientifiques, des responsables économiques, qui ont en charge, parce qu'ils ont les moyens, ils ont la connaissance, la responsabilité des autres, la santé des autres, le bien-être des autres, puissent avoir un tel comportement. Parce qu'ils savent ça. J'ai gagné quelques batailles dans ma vie. J'ai gagné des batailles contre les pétroliers. J'ai gagné la bataille du Val-Lauron. Comme ministre, j'ai pu obtenir d'Alain Juppé la sauvegarde de cette vallée, qui est une vallée admirable. Il s'agissait tout simplement de coller des pylônes très haute tension à travers la vallée. Et derrière, j'ai classé en tant que ministre la vallée pour être sûr que personne ne revienne jamais sur la décision. C'est fini, personne ne pourra plus jamais revenir contre cette décision. Et donc voilà.
Est-ce que ça préjuge d'une nouvelle victoire? Je l'espère de tout cœur, je croise les doigts. Au cœur des Pyrénées, cette ligne à très haute tension devait à jamais massacrer la vallée du Louron pour acheminer vers l'Espagne de l'électricité provenant de la centrale nucléaire de Golfech. Provenant d'Amérique du Sud, des milliers de tonnes de soja OGM sont tous les ans débarquées dans les ports européens. François, faites combien de tonnes à l'année, vous, à peu près? 1 million de tonnes. Ouais. À l'époque, on tournait 1 million de tonnes. Ouais. Mais maintenant, on doit tourner à 400 000. 400 000 tonnes à l'année. Que pour une boîte, hein. 800 000 ou 900 000. Je ne sais même pas si on fait 1 million, nous. Vous me croyez ou vous me croyez pas, souvent, je le dis pas devant mes enfants, mais je dis à ma femme, il faut qu'on en profite. Parce qu'avec tout ce que j'entends ces derniers temps, mon papa il est décédé à 63 ans, il est parti à la retraite, il en a profité 1 an, c'était le temps de faire ses projets. Il y aurait trop de gaz. Gaz, Trop de gaz de quoi? Bah, des gaz que ça rend le soja, là. Le soja, pesticides. Les pesticides, tout ça, là. Comme ça fermente en cale, c'est pas, il met 3 semaines, 1 mois peut-être pour venir le bateau, donc c'est fermé, donc tout est compressé. Alors moi, ce que je reprocherai à l'OGM, c'est qu'en fait, pourquoi ils ont modifié tous ces produits agricoles, c'est pour qu'ils soient résistants aux pesticides. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le produit, là, ils n'hésitent plus. Au lieu d'en mettre 1 litre par plante, ils en mettent 30 litres. La plante ne crève pas, tout ce qui est autour, ça crève. Ça veut dire que sur la plante, il y en a. Et nous, on le consomme. C'est ça qui me fait le plus peur. Le nombre de dockers malades, il y en a certains qui sont plus là, certains qui n'osent pas parler de leur maladie. On l'apprend par leurs enfants qui sont sur le port, tiens, mon père est malade. Certains, quand on les voit, ils ne parlent même pas de la maladie. Ils en sont honteux, malheureusement. Une des activités principales du port de Nantes, c'est les bois blancs. Les bois du Nord, qu'on appelle ça. Mais les bois du Nord, c'est général, c'est tous les bois qui viennent du nord d'Europe. Entre autres la Finlande, la Norvège, la Suède et aussi de Russie. Et il s'avère qu'il y a, dans mon cas, si j'ai un cancer du rein, j'ai également un cancer de la thyroïde. On l'a découvert en parallèle. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là à Nantes. On est plusieurs de cœur à avoir des problèmes de thyroïde. Et là, maintenant, on se pose la question à savoir si Tchernobyl n'a pas eu une incidence sur les bois. Alors, moi, il y a une image qui m'a marqué, c'est les années 90. On a vu les gens arriver qu'on ne connaissait pas, hein, mais ils devaient certainement avoir des autorisations du port, parce qu'on ne peut pas rentrer sur le port comme ça, quand même. Avec un compteur GGR. Je sais que ça nous a... Moi, ça m'a marqué, cette image-là m'a marqué. Est-ce que nous et les copains qui sont encore en activité, est-ce qu'on se posait la question Non. Non. On avait le nez dans la poussière, mais je veux dire, voilà, ça faisait partie du travail, quoi. Indignez-vous. C'est le vrai mot. Indignez-vous, nous, on fait partie des gens qui s'indignent et qui font de la résistance. Et on veut absolument, on ne veut pas en rester là. On veut... moi, j'ai un môme de 8 ans. Demain, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. S'il m'arrive quelque chose... Attendez. C'est dur. Hein. Je n'aime pas trop en parler parce que... Mais s'il m'arrive quelque chose, j'aimerais bien que le gamin, donc il a l'âge de comprendre, sache pourquoi. Certaines maladies, c'est les mêmes que les agriculteurs. Pas mal de cancers aussi, avec tous ces pesticides et tout ça, qu'avant ils n'avaient rien. Donc, et nous, on les reprend 2 fois. Les pesticides mis à la base, remis dans le bateau, on en remet par-dessus. Parce que nous, quand on a les moyens de se défendre, les dockers. Mais les petits gars qui travaillent dans les magasins derrière, en 2e zone et tout ça, là, eux, ils n'ont aucun moyen de se défendre.
C'est les gars qui travaillent dans les magasins, les tapis, là. Et eux, ils choulent dans des hangars fermés. Ces pauvres gars-là, ils sont 8 heures dans les mêmes produits que nous. Et après, la chaîne, le routier, il reprend, il le ramène encore dans une cope. Et là, ils se défendent pas non plus. C'est toute la chaîne qui est touchée, si on regarde bien. Devant l'opacité et le mensonge entretenu par le lobby de l'agroalimentaire, il nous a été impossible de connaître les chiffres exacts concernant les millions de tonnes de maïs et de soja OGM importés en Europe pour nourrir les animaux d'élevage. La nourriture industrielle rend déjà les animaux malades. Avec les OGM, on en surrajoute. Nous sommes certains aujourd'hui, après nos recherches, que cela peut rendre les mammifères malades parce qu'ils ont plus de tumeurs, parce qu'ils ont les foies et les reins qui sont marqués. Donc on sait aujourd'hui que manger des animaux malades peut nous donner des infections, des problèmes métaboliques, même indépendamment de l'ADN de l'OGM qu'on va ingérer. Tors. Qui c'est qui n'a pas eu à manger, là? Vidoric? C'est gentil? Allez, qu'est-ce qu'il fait, là? Tiens. Regardez. Allez hop, des salades, des endives, les oranges, je les aime pas trop. Mais tout le reste, toute la verdure, là, les pommes, délicieux les pommes. Très bon pour les cochons. Pas si vite. Pas si vite, pas si vite. Tiens. De la paille fraîche pour vous. On change les draps le dimanche. Qui est-ce qui va avoir des bonnes betteraves? Des bonnes betteraves. Eh oui, qui c'est qu'on veut? Le papa, il est très prolifique, hein. Il travaille bien. Donc, quand elles sont fécondées, elles portent 3 mois, 3 semaines, 3 jours et 3 marées. Trimaremore, brisonnec. Eh, Jean-Luc, tu peux arrêter? Ah oui. Quels sont les risques des OGM sur la santé des animaux d'une part et puis de l'homme? Ça, personne n'en sait rien, quoi. On n'en sait rien et c'est là que ça fait peur, quoi, parce qu'on ne sait pas, justement. Je connais beaucoup d'agriculteurs malades et beaucoup de paysans qui sont décédés trop tôt, beaucoup trop tôt. Il y a eu beaucoup de cancers liés probablement et très certainement au contact avec des produits qui n'étaient pas inoffensifs. Aujourd'hui, on n'a aucun regret, d'autant moins qu'on fait de la vente directe et qu'on a un retour du consommateur, c'est ce qu'on fait, et ça n'a pas de prix. 1470, un enfant, à Plouarzel, noble et vaillant. Ta mère, ton père te l'avait bien appris, la Bretagne est ton pays. Très tôt, Hervé, tu voulus naviguer, les océans t'ont appelé dans la royale du duché des Bretons. Tout le monde connaît ton nom. À Saint-Renan, donc, ça fait 1 an que c'est en route. On vend en moyenne 50 litres par jour. Puis c'est vrai que les gens, ils arrivent avec le sourire. Il y a beaucoup qui viennent parce que quand ils étaient gamins, ils allaient à la ferme chercher leur lait. Maintenant, bon, ça a évolué, c'est la ferme qui vient à la ville. Et les gens sont heureux d'avoir leur lait frais tous les matins. Et puis, en même temps, ils me voient, ils me rencontrent le jour du marché. Donc on peut discuter, on peut échanger sur nos pratiques. La guerre n'est plus et ses mains dans la main. Chacun vénère ses marins, ceux qui au vent à la mer ont donné leur vie pour liberté. Joli vaisseau, ô toi la belle cordelière,
Et toi Hervé de Portsmouth en guerre sur la mer. Avec le soleil et dans les blés. En tout cas, il n'y a pas d'insectes ici. Il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de guêpes, il n'y a pas de papillons, on n'entend pas les grenouilles, il n'y a pas d'abeilles. C'est sûrement les pesticides. Ouais. C'est une nature au pas. Je suis ici sur la manifestation, la marche pour la paix et contre le nucléaire, parce que je suis pour la convergence des luttes. J'ai beaucoup travaillé contre les OGM et puis contre la chimie en agriculture. En 1984, j'ai été empoisonné par un insecticide. Je me suis retrouvé avec 3 jours d'hôpital, une urticaire géante intérieure et extérieure. Et depuis cette date-là, je suis impuissant. Donc j'ose le dire. J'ai mis 25 ans avant de pouvoir le dire en public. Mais maintenant j'ose le dire parce que je m'aperçois que la chimie, eh bien, les premières victimes sont les paysans. Le problème, c'est qu'ils refusent de témoigner, surtout quand ça touche le sexe. Un paysan qui se dit impuissant, il ne peut pas le dire devant une caméra parce que c'est son honneur personnel. Le paysan, lui, il a un contact direct avec la molécule parce que la molécule, elle passe aussi à travers la peau, elle passe dans la respiration, elle est présente partout quand tu travailles avec. Donc à partir de ce moment-là, j'ai essayé de changer mon mode de travail et je me suis intéressé aux insectes auxiliaires, aux oiseaux auxiliaires. Et là, j'ai redécouvert la beauté du métier de paysan. Quand tu travailles avec la mésange bleue, la mésange bleue, c'est un oiseau extraordinaire. Il suffit d'avoir 3 couples de mésanges bleus à l'hectare, et puis on n'a plus besoin de chimie. J'ai rejoint aussi cette marche pour la paix contre le nucléaire, parce qu'il se trouve que sur mon exploitation agricole, où je fais des vaches et des cochons, au niveau de mes vaches laitières, en 1987, l'année d'après Tchernobyl, j'ai eu 50% de mortalité des veaux à la naissance. 50%, au niveau de l'exploitation, ça a été assez dramatique au niveau financier. Mais le pire, c'est que j'ai eu, dans ces veaux qui sont morts, j'ai eu 2 veaux à 5 pattes, j'ai eu 1 veau à 2 têtes, et le pire de tout, parce qu'il y a un pire là-dedans, il y a un veau qui est né sans cuir, un écorché. Et quand tu vis ça, quand tu es paysan, que tu mets tout ton travail, tout ton amour du travail à bien faire les choses, et puis qu'il t'arrive ça sur le coin de la figure, eh bien, le mensonge d'État a eu des conséquences directes sur mon exploitation. « 13 mars 1980, à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, un circuit de refroidissement est obstrué. 20 kilos d'uranium partent en fusion. Fusion partielle du cœur du réacteur, soit l'accident le plus grave qui puisse exister. Réacteur hors service pendant quasiment 3 ans. 8 ans plus tard, des chercheurs découvrent des rejets de plutonium dans la Loire. En cas d'explosion nucléaire à Saint-Laurent-des-Eaux. Des décennies de radioactivité. Environ 1 million de personnes évacuées. La plaine agricole de la Beauce radioactive. Les châteaux de la Loire radioactifs. 14 avril 1984. Le Bugey, soit 2 ans avant Tchernobyl. Un circuit de refroidissement se met à bouillir. Le cœur du réacteur rentre en fusion. La catastrophe est évitée de justesse. Le réacteur redémarre 1 semaine plus tard. En cas d'explosion nucléaire au Bugey. Des décennies de radioactivité. Environ 5 millions de personnes évacuées. Tous les domaines agricoles et viticoles radioactifs. Tous les domaines de montagne radioactifs. Toutes les banques de Genève radioactives.
27 décembre 1999. Le Blayais. Tempête du millénaire. 90 millions de litres d'eau se déversent dans l'installation. L'alimentation électrique des réacteurs 2 et 4 lâche. 2 moteurs diesel de secours prennent le relais. Route d'accès à la centrale inondée. Système du réacteur numéro 1 hors service. Aucun moyen supplémentaire pour refroidir le réacteur. L'évacuation de Bordeaux est envisagée. En cas d'explosion nucléaire au Blayais, des décennies de radioactivité, environ 2 millions de personnes évacuées, le bassin d'Arcachon, le bassin de Marennes-Oléron et l'île de Ré, radioactifs, forêt landaise et littoral atlantique, radioactifs, tout le vignoble bordelais, radioactif. Ce 原子力反対派の人が想定した重大事故のシナリオ通りなんです。放射能の汚染が除去したなんていうのは世界的に例がないです。私怒ってます。上の人に言いなさい。避難しましょうよ。そのぐらいのつもりなんですよ。原子力は危険だったんです。本当ですよ。人間が使っちゃいけないんですよ。ってことをね、覚えておいてください。広島、長崎ですよ、私たち。ところで、この20っていう数字を政府がなんで主張するかというと、本当はもっと現実的な話で、これを10ミリシーベルトに仮にしたらどんなことになるかってことを政府が恐れた。で、今あるその10ミリシーベルト以上のところっていうのはそれぞれの都市の中心地になるわけですよね。福島も中心地だし、郡山も中心地。それを10ミリシーベルトにしたら政府はもうとんでもないことをしなきゃいけなくなる。でそこで何度かごちゃごちゃごちゃごちゃ言って逃げてるけれども、これは大変な問題であるのは事実だ。非常に繰り返しになって恐縮ですけれども、今ですから政府として考えておりますのは、この今の20ミリシーベルトの形での。っていうそれこだわる必要ないんじゃないですか。どうしてそういうふうにこだわる？一番こだわらなければいけないのは健康でしょ、子供の。Il me semble que déjà à 10 millisieverts, on devrait dire aux gens, il faut partir, les jeunes couples qui ont des enfants, il faut partir, mais il faut que l'État paye. 保証の関係の方をやっておりますので、実はここちょっと来ておりませんので、私だから責任あるような立場というわけではありません。私は絶対に自分の子供を20ミリシーベルトの線量があるようなところに住ませたくないですし、そう思うのが当然だと思うんですよ。そして具体的に提言させていく努力というのは、いろいろ関係方面でこれからもされていくことだと思う。全くそれをやっていないことが問題なんですよ。それをしないで、今はやむを得ないから20ミリシーベルトのところに住んでくださいということを政府は言っていると。今日全く逆のことが論理として展開されているということが確認できたと思います。Il n'y a pas eu de distribution de plaquettes d'iodure de potassium qui pouvaient protéger, c'est ça des plaquettes d'iodure, qui pouvaient protéger la thyroïde des enfants. Or, l'agence française a fait des simulations au Japon. Il y a eu plus de 10 millions de becquerels par mètre carré, ce qui génère une dose à la thyroïde d'un sievert. C'est pas 1 millisievert, c'est 1 sievert. Donc ça veut dire que vous n'étiez pas préparé à un accident, que vous n'avez pas distribué des plaquettes d'iodure de potassium, et donc vous allez porter la responsabilité de l'augmentation des cancers de la thyroïde chez les enfants. Ce qui est grave, c'est pas seulement du mensonge, c'est de l'incompétence. 今きっと国民は怒りももちろんあるけど、もう諦め
の方が多いんじゃないかなって思います。政府はやっぱりもう事故が起きた時から嘘ばっかり言ってるし、子供を守ろうとしないこの国は許せない。ノーって言わないことはイエスと同じだから、今までもっともっと大きな声で原発反対だって言わなきゃいけなかった。そういうことにいちいちストレスを感じなきゃいけないのはやっぱり全部原発のせいで。ちょっと待ってて。子供たちがいるっていうことを考えた時にやっぱりそれは怖いので、今はオーガニックや遺伝子組み換えもう嫌だけれど、それ以上にやっぱり放射能汚染したものを食べさせたくないから、スーパーで西の野菜を買うようにしてます。お母さん、ザリガニ触れた。触れた？今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は翼号山形行きです。途中の停車駅は上野、大宮、宇都宮、福島、米沢です。On est au niveau des enfants et on a un niveau qui oscille entre 93,1 microsieverts heure. C'est une dose très importante pour les enfants parce que là, ils prennent au-delà de 10 millisieverts par an. Donc là, on est vraiment dans une zone où il faudrait évacuer les enfants. Puisque plus on est jeune, plus on a des cellules en voie de division et plus l'irradiation peut occasionner des mutations, donc des risques de cancer. C'est une très belle rizière. Japan, これが主食だからね、やっぱり頑張っていいもの作っていっぱい。大変だな、この原発では。張り合いがねえのね。一生懸命やってもなかなか虚しっつうかこう仕事に身が入んねえっていうのかな、例年違って、そういう点では残念だよね。Là, on est à 0,45 microsieverts par heure. 0,46, vous voyez ça. Donc là, on est 3 fois plus qu'à Tokyo, où on avait fait une mesure. Hein. Donc ça veut dire que comme vous avez coupé l'herbe, vous avez enlevé de la radioactivité. Parce que la radioactivité, les particules qui s'étaient déposées au niveau des feuilles, vous voyez, qui sont au niveau des plantes, sont à l'heure actuelle dans ces bagues. Celui-là, il ne faut pas rester trop longtemps là, parce que là, ça irradie. Ceux-là, ils sont moins irradiants. Donc il y a moins de radioactivité dans ce foin qui est plus récent. なるほどな。そして今度春になってなんだんだったらこの草ね、これを自粛してクリーンだってわけ薄に。でこれを一番草っていうのが一番我々にとっては大切なね、牛にとっては大切な餌なもんで、やっぱりこの原発のこの悲惨さっていうのかな、こういうことがこういう山の中まで影響してるわけだから大変なことだなというふうに思っています。
本当に放射能は化け物だね。人間が作ったもの、放射能ウランっていうこのとてつもない怪物を人間は安易に捉えて扱っていたと。そういう魔物を怒らせたって今度は怒らせたらそれを人間が止めることができないんだ。まあやめようと、牛を処分しようと、そういうことになりました。まあそれはまあもちろんやっぱり今まで家族と同様に暮らして我々の生活を支えてきたくれた牛ですから、でもやっぱりそこははっきりしないといけないということで、まあ覚悟は決めました。Vous êtes en zone d'évacuation. Comment vous voyez votre futur? Qu'est-ce que vous allez faire? そういうところにはもう帰っては来れないなと。もし仮に帰ってもいいよと、それでも帰ってもいいよとなっても、子供、若い人たちはこれは戻らない、いうことをまあ東電も含めて国に対してもまあ怒りはものすごくあります。行かないともうやってくれるのを待ってたんではダメだと。我々が自ら動かないとダメだと、そういうことはもう実感しています。5 décembre 2011, à Nogent-sur-Seine, 6 femmes et 3 hommes, militants non violents de Greenpeace, atteignent en 15 minutes l'un des réacteurs de la centrale, remettant ainsi cruellement en cause la sécurité des sites nucléaires français. Voilà, donc là on est juste en face des réacteurs. Apparemment on est là depuis pas mal de minutes, personne ne vient. On est arrivé là, sur le dôme du réacteur nucléaire de la centrale de Nogent. Et on trouve que c'est un peu facile. En cas d'explosion nucléaire à Nogent-sur-Seine, des décennies de radioactivité, Paris et la région Île-de-France évacués, soit plus de 10 millions d'habitants. Toute l'agriculture régionale radioactive. Les millésimes des vignobles champenois radioactifs pour des siècles. Ich bin immer gegen Atomwaffen in erster Linie gewesen, aber insgesamt gegen die Nutzung der Atomenergie. Und ich finde auch das ist ein Skandal, dass wir keine Daten haben über die tatsächlichen Schäden, die durch die ganzen Unfälle entstehen. Deshalb stehe ich hier mit diesem Schild. Japon, le risque pour la santé publique est minime. OMS, 15 mars 2011. 1522e jour de vigie du mouvement pour l'indépendance de l'OMS. Je suis venu pour les générations futures et parce que je me sens concerné. Voilà, pour ces petits-enfants qui passent. Voilà, toujours. Est-ce qu'on peut d'abord avoir une vision de toutes les archives, comment vous les avez organisées, parce qu'on va rendre ça public. Il est hors de question de faire comme Monsanto, qui a voulu cacher les données brutes. D'ailleurs, je vous remercie d'être ici chez moi, parce que c'est sûr que les interprétations de données comme ça, dans un grand labo où il y a beaucoup de monde qui passe, ben, c'est mieux quand on le fait en cercle fermé. Et puis aussi, il faut toujours être jusqu'au jour J de publication très attentif, parce que plus la publication va être avancée, plus elle va être envoyée à la revue scientifique, plus on va avoir tendance à en parler naturellement entre nous et échanger des mails. Ce qu'on veut faire ressortir, c'est pourquoi c'est les meilleurs tests au monde et quels sont les inconvénients.
Donc c'est un maïs cultivé aux États-Unis, en Argentine, qui est importé dans les taco chips, dans les produits à base de maïs qu'on va pouvoir consommer en Europe. Donc ça, c'est la première chose. Et on le compare à ce qu'a fait Monsanto. On compare notre test à ce qu'a fait Monsanto. Bon, alors ces résultats sont confidentiels et uniques au monde. Chaque fois qu'on monte d'un étage, d'un escalier, un rameur. Et vous voyez à gauche les mâles, à droite les femelles. Ce qu'il faut voir, c'est que les études s'arrêtent à ce niveau-là. Les études de Monsanto. Les études de Monsanto. Dans la zone toute blanche, quand personne n'est mort chez les rats. Oui, parce que 3 mois, c'est juste avant le deuxième cran. Avant le deuxième cran. C'est-à-dire qu'on voit que voilà. le premier rat meurt après, et qu'après ça augmente. Donc, il y a 3 traitements, je vous rappelle. OGM tout seul, OGM avec Roundup, et Roundup tout seul, à 3 doses. Donc on a par exemple ici le trait en pointillé qui représente les rats contrôle, donc qui ont mangé une nourriture normale. Les traits pleins sont les rats traités avec la grosseur du trait qui augmente en fonction de la dose. Le plus fin, ça va être l'OGM à 11%, l'intermédiaire, l'OGM à 22% et l'OGM à 33% pour le trait le plus gras. Ben, les contrôles, c'est les rats qui ont une nourriture standard. C'est vous et moi qui ne mangeons pas spécifiquement que des OGM tout le temps. À 21 mois d'expérience, on voit apparaître 3 à 4 fois plus de tumeurs chez les rats traités. En fin d'expérience, 80% des femelles traitées sont atteintes de tumeurs mammaires. Sachant qu'un rat vit en moyenne 24 mois, les décès surviennent chez les mâles traités à partir du 4e mois d'expérience et à partir du 17e chez les mâles contrôle. Les décès surviennent chez les femelles traitées à partir du 10e mois et à partir du 18e chez les femelles contrôle. Alors ce qui est incroyable, c'est que tout est calme, on ne voit plus personne, c'est très contaminé. Et c'est ça le problème de la radioactivité, de la contamination, c'est que c'est invisible, inodore, et qu'on peut avoir des niveaux d'irradiation très importants sans que personne ne sache, si on n'a pas des moyens de mesure. Et là, à ces niveaux-là, au-delà de 2,20 microsieverts, on a dépassé les 20 millisieverts par an. Donc c'est pour ça que là, c'est une zone d'évacuation obligatoire. Et là, à 4,26, on a des risques de déclencher un cancer dans les 10 à 20 ans qui viennent, très très importants. Il ne faut pas rester longtemps pour nous-mêmes également. Là, je me suis équipée parce que la contamination est très forte et ça me permet d'éviter la contamination externe, c'est-à-dire toutes les particules qui proviennent de l'air amenées par le vent. 6,84 microsieverts par heure. Donc là, c'est très, très contaminé. C'est beaucoup. Avec ces niveaux de contamination, pourquoi vous restez là? でももう少しで間もなくなんですけど、はい。こちらと人はいなくはなってはいるんですけど、やむを得ないのかなっては思いますけども。どうもありがとうございます。でもこれね、俺らはもうあんたらもマスクしてこんなしてるけども、被爆関係ねえんだよもう。被爆。C'est le maire? 30メートルも50メートルもうウキリんだよ。今さらこんな格好したってどうしようもねえの。ちゃんと日本語訳せや。はい。本当に。もう裸でやられたって問題ねえぞ。うん。Je suis. 水着であるって大事。いやいやまだまだほんまに。Ces niveaux deそういうことも含めてあなた方報道するんならば、な。おらげの方の小さい子供の10年ぐらい追っかけてください。ドキュメンタリーでザーッと映画作ってください。
10人ぐらい過ぎた後に甲状腺で何人被爆して入院するんか。フランスのどっから来てさばいてんだこれ。フランス原発それいっぱいあるのにさ。この人じゃなら敏感なんだよね。これで毎日いるんだ俺は。伊達村の被爆さ。関係ねえんだよな、あんたら何が言おうが。もう伊達村のちゃんと報道規制されてんだよ、伊達村が今。勝手に報道するな。報道を伊達村の農業さん村長様はボスね、伊達村のボスは報道規制しんねん。取材お断り。だから俺らに今あれして言われてんねん。マイフレンド鈴木さん、同じく被爆。Et pourquoi vous partez pas vous? ご自身はなぜここから出て行かれないんでしょうか。自分の財産、土地、家屋、財産守りたい。Et où est votre famille? 鈴木さんと一緒。Est-ce qu'il amènerait ses petits enfants ici? 子供と一緒にここに来ることはありますか？ No. お子さんと。Ah, alors pourquoi? なぜでしょうか。 Pourquoi si c'est pas dangereux? J'avoue que j'ai peur de radioactivité. 放射能怖い。何も問題ないですから。分かった。放射能。長い間何もするんじゃないけど。どうも。ここで報告するんじゃ大丈夫。Merci en tout cas. Arigato. Quand on voit les cerveaux de vaches folles, c'est comme ça. C'est des trous, il y a des lacunes dans les cellules. Et là, c'est dans l'ensemble, en fait, c'est du foie fou. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a eu beaucoup de rats qui ont été sacrifiés pour des tumeurs dépassant 25% du poids du corps. Et ça, c'est fondamental, parce qu'on n'imagine pas chez un humain une tumeur mammaire de 25% du poids du corps. Mais là, on a pour les rats traités au Roundup énormément de tumeurs. Hein, et pour la dose du robinet. Ah. Oui, c'est la dose la plus faible. C'est-à-dire, c'est ce que boivent les enfants en Bretagne parfois, quoi. Je croyais que les OGM au Roundup donneraient des résultats comme le Roundup, mais je ne croyais pas que les OGM sans Roundup donnaient le même résultat que les OGM avec Roundup. Ça veut dire que l'effet OGM existe indépendamment des pesticides, et ça, c'est ma grande surprise. Il faut absolument regarder les effets dès aujourd'hui. À notre avis, il faut d'abord interdire complètement ces OGM et regarder dès à présent le lien entre la consommation de ce maïs et le cancer du sein. Parce que, en fait, une équipe de Sherbrooke a bien montré que les résidus de ces OGM se trouvaient dans le sang des mères et des bébés. Et dans le placenta. Et une équipe américaine d'Anna Soto a montré que l'induction du cancer du sein se passait dès la vie fétale. Donc il est possible que dans les effets sur la reproduction, on ait encore plus de problèmes. Ce qu'il faut qu'on dise, c'est qu'il serait scandaleux que des agences réglementaires ou des laboratoires indépendants ne reprennent pas d'autres expériences similaires et ne recommencent pas. Ça serait franchement malhonnête. Parce qu'il y a un risque pour la population qu'on ne peut pas exclure, mais on est les premiers à avoir démontré ça, mais il faut que ça soit confirmé par d'autres. Si on se demande encore ce qui marie diaboliquement ces deux technologies, les OGM et le nucléaire, on découvre 3 liens qui les unissent fondamentalement. Le premier, c'est l'irréversibilité. C'est la première fois dans l'histoire de la vie qu'on a une pollution, les OGM, qui peut se multiplier avec le temps, qui est une pollution vivante. De même, les résidus nucléaires, eh bien, ils vont être là pour des milliers d'années, plus longtemps que les pyramides. Et puis, le deuxième lien, c'est cette contamination omniprésente. On trouve des résidus d'OGM dans les aliments sur la planète, du Japon aux États-Unis, en passant par l'Europe, la Chine, l'Inde ou l'Australie. Et le troisième lien très fort, c'est cette bioaccumulation de produits chimiques à l'intérieur des aliments qui nécessite, comme les pesticides dans les OGM, que l'on fasse ces études à long terme. Et c'est pour ça que l'OMS dit qu'il n'y a que 50 morts pour Tchernobyl, ne prenant que les effets d'irradiation à court terme et laissant de côté les contaminations des produits chimiques dans les organismes des enfants qui vont avoir des conséquences sur des générations.
C'est la première fois dans l'histoire de la vie qu'une espèce, l'humanité, est capable d'empoisonner sciemment ses petits. Sciemment, les mamans de la petite île d'Iwashima protègent leurs enfants depuis 30 ans contre un projet de centrale nucléaire. Tous les lundis, quel que soit le temps, elles manifestent pacifiquement sur le port. Ce projet nucléaire d'un autre siècle, situé à 4 km de leur île, se résume aujourd'hui à la construction d'un ponton. Les 500 habitants d'Iwashima sont en train de gagner leur combat.だから映像見て、もう福島県終わりだ、もう福島県の農家も終わりだ、娘が嫁にもいがんなくなるってこう言い始まった、うちのこのお父さんでこのうち 7代目なんです。筋作りには注意して、だからアダム農家はもうやっていけねえんだねえかって思ったから、もうお酒が真っ暗になっちゃって、もうどうにもなんねえってことで、原発に対して身をもって、我が命絶ったんだっていうことを言ってくれたんだ。日本で言えば切腹っていうことは侍時代の話だからね。だから友達もやっぱり「で日本はこういうの原発継ぐんだべ」って言ってたってやっぱ言われます。何年かの人によく言ってたもんねって。友達に世話になりました。そっからあと息子もいろいろ何でも教えっから
相談するようにってみんなの世話になってます。もう死んだと思わないってもう周りの人は。なんで死んだんだべってこうみんな言ってくれてます。生きてたらどうにかなったのにって。原発さえなければこういうのはなんなかった。地震だけなら我慢できたのね。みんな同じだから立場は。だけどここの父ちゃんは原発が引き金だったね、やっぱね。早く止めてもらわないと困っちゃう、本当に。原発はもうストップだね。いや、ある程度やっぱり不便な生活を我慢してこれからはやっていかないと地球は終わりになると思ってます。もう日本だけでは済まないと思ってます。もうどこに逃げたって逃げようがないですもんだって。海はつながってる、空もつながってる、みんな一緒だもんね、どこの国だって。もう世界中の人が原発反対ってやっていかないと。